et vous écoutez Range la Guimauve. On est lundi 21 octobre, il est 18h à Toulouse. Je me suis lancé un défi complètement fou. Je pars interviewer une photographe toulousaine. Elle s'appelle Laetitia Montagne. Elle est spécialisée dans la photographie de couple. J'ai le trac, la boule au ventre. Je marche vers le pub et je m'accroche à mon courage. Plus le choix, je peux pas reculer. Le premier truc qui me vient, c'est le female gate. Le female gate, c'est un concept féministe qui s'oppose au male gate. Le male gate, c'est ce truc hyper relou où si t'es une femme qui fait des photos, tu vas direct te retrouver dans des clichés débiles de la meuf sexy en lingerie. Le female gate, on est dans l'extrême opposé. C'est voir la femme via la photo, les films, les séries, les livres, bref tout, à travers le regard d'une femme. Je demande à Laetitia si elle se reconnaît dans ce mouvement-là, à des années-lumière, des photos prises par des photographes masculins. De toute manière, il faut bien comprendre quand même quand je prends en photo un couple, ce qui m'intéresse, c'est leurs émotions. Leurs émotions à tous les deux et ensemble. L'émotion qu'ils vont créer quand ils sont ensemble, c'est-à-dire une espèce d'émotion de couple, une espèce de bulle qu'ils vont avoir rien qu'à eux. Ouais, on est parti direct sur du lourd. Si on m'avait dit que j'allais me retrouver à Toulouse, à parler féminisme, dans un pub, à 600 km de chez moi, je pense pas que j'aurais cru. J'aurais jamais imaginé parler philo autour d'une bière. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un peu comme en philo, cette histoire de l'amour, c'est une bulle en fait formée de deux moitiés qui roulent et qui se transportent. En fait, c'est un peu l'idée, c'est que ils sont ensemble, ils font fusion. Et d'ailleurs, je fais pas que des couples hétéros, donc là, on part sur une métaphore hétéro, mais au final, pour moi, un couple, c'est un couple, donc deux filles, deux mecs, ça va être la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est réellement les émotions et les mouvements. Donc, ça va être évidemment les regards, ça va être les mains, beaucoup les mains, les mouvements du corps de manière générale. Mais étant donné que je vais travailler sur le couple, ça va être vraiment souvent les mouvements de l'un à l'autre. Donc, d'une personne A à une personne B, qu'est-ce qui va être, un peu un marqueur, un témoin de leur affection à travers leur corps, à travers leur être, quoi. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'amour. C'est l'amour, leurs sentiments, leurs émotions. Donc on va passer un moment ensemble, on va créer des moments où on va créer de vraies émotions. Quand j'ai écrit à Laetitia pour la rencontrer, je voulais comprendre qui elle est. Je voulais qu'elle me dise ce qu'elle ressent quand elle shoot, ce qu'elle veut voir sur les photos. Le début, ça va toujours être la même chose. On va se retrouver dans un lieu qui leur parle, faire des choses qui leur plaisent, des choses à quoi ils peuvent s'identifier. C'est là qu'on va créer quelque chose, en fait. Mais on va créer une histoire, donc on aura, c'est pour ça que aussi mes séances durent, des fois jusqu'à 2 heures parce qu'en fait, on a besoin de créer des moments, on a besoin de créer des souvenirs. En fait, moi, mon but, c'est de créer des souvenirs. Eux, ils ont passé un très bon moment, ils se sont peut-être rapprochés, parce que j'y vais un peu, un petit peu caricaturalement au début en leur disant que, voilà, là, il y a 2 heures pour, vivre un film romantique, débrouillez-vous, vous êtes amoureux, vous êtes ensemble, il faut me le montrer, faut que ce soit visible. C'est toujours, OK, vous êtes ensemble, pourquoi? Comment? Comment ça se fait que vous êtes ensemble? Pourquoi vous voulez faire ces photos ensemble? Si vous voulez faire ces photos ensemble, c'est que vous voulez prouver, au moins à vous-même, que ces moments, ils sont importants, que, vous, c'est important. Donc, faut pas prendre ça à la légère, en fait. Pour moi, c'est pas on n'est pas juste là pour faire, 2-3 belles photos, devant, la Garonne parce qu'on est à Toulouse ou juste, faire, 2-3 photos qu'on va encadrer, mettre dans le salon, quoi. Pour moi, c'est vraiment un moment, c'est une expérience, quoi. Ça dure, oui, ça dure longtemps, faut avoir du temps, mais faut pas en avoir peur non plus. C'est-à-dire que les gens, ils sont pas prêts ils savent pas poser, ben, on s'en fout, en fait. Personne n'est là pour poser, on n'est pas là pour poser, en fait. On est là pour juste, vivre des moments, vivre des expériences et comme je leur dis à chaque fois, moi, de toute façon, je serai autour, je vais, mitrailler pendant, 2 heures et en fait, peu importe, ils vont m'oublier. Ils vont m'oublier au bout de 20 minutes. À peu près, c'est toujours, 15-20 minutes pendant lesquelles on a des photos qui sont pas terribles, parce qu'on comprend pas ce qui est en train de se passer. Ils comprennent pas, il faut qu'ils s'habituent, à l'appareil photo, à la situation
Et ensuite, petit à petit, alors des fois c'est 40 minutes, ça dépend du couple, hein, mais en fait, peu importe. C'est pour ça que ça dure longtemps, c'est pour que vraiment on ait une chance d'attraper ça, en fait. Plus j'écoutais Laetitia, plus je me disais une chose, plus je réalisais qu'en fait, pour elle, dans ses photos, le centre de tout, ça allait être le lien. J'ai eu envie d'aborder avec elle le lâcher-prise que j'avais ressenti moi comme modèle photo dès le premier shooting. C'était quelque chose que j'avais jamais connu avant. En tant que femme, pouvoir arrêter de se demander est-ce que je suis belle? Est-ce que je vais être belle sur les photos? Je lui ai demandé comment ça se passait pour elle. Est-ce que les femmes qu'elle prenait en photo, elles faisaient attention à ça? À est-ce que je vais être belle sur les photos? Est-ce qu'elles arrivaient à un peu se foutre la paix ou pas du tout? Et les hommes, est-ce que ça comptait pour eux? Est-ce qu'elles les voyaient pendant les shootings se définir par rapport à leur beauté? Ou est-ce qu'à aucun moment ils avaient l'air de penser à ça? Il est complètement, logique de comprendre que, souvent c'est la fille, elle a besoin d'être belle. Elle a besoin de se sentir belle, elle a besoin d'être sûre que sur les photos, elle va se plaire. Et en fait, c'est pas grave. Enfin, c'est un juste un j'allais dire, une inconnue en plus dans l'équation qu'il faut arriver à gérer, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se sente belle. Oh, c'est bizarre, mais en général, les mecs, on peut les prendre de tous les côtés. En général, et ils sont beaux. Il y a pas de problème trop. Ils sont pas trop difficiles avec leur physique. Quand Laetitia m'a dit ça, je me suis dit que c'était pas qu'ils étaient pas du tout difficiles avec leur physique ou pas trop difficiles. Ce qu'elle me décrivait, c'était purement patriarcal. Parce que les hommes, ils se définissent pas comme ça. On leur a pas inculqué ça. Ils ont pas grandi comme ça. Et du coup, ils sont libres de ça. Mais c'est fou parce que en réalité, moi je le vois, sur des photos de couple ou de mariage que j'ai pu faire. En général, le mec ne veut pas faire de photos. C'est vraiment, ça l'emmerde quoi. Il est là: «Non mais écoute, je sais bien que tu veux, c'est juste pour elle, hein, on va le faire juste pour elle». Et souvent à la fin, je reçois un mail, pas de la mariée, mais du marié qui me dit: «Mais en fait, elles sont incroyables ces photos et je suis content d'avoir passé ce temps-là, à faire vraiment de belles photos. Je sais que j'ai été chiant ce jour-là. Je sais que je t'ai dit non. Je sais que je voulais pas. Mais en fait, c'est magnifique ce que tu as fait et je me rends compte que là, on a les plus belles photos en fait, que j'attendais pas ça en fait. Je m'attendais pas du tout à ça». C'est complètement fou, mais j'étais quasi sûre qu'elle rencontrait ça tout le temps. Qu'il y avait d'un côté la femme qui mourait d'envie de faire les photos, et de l'autre côté, l'homme qu'elle avait dû supplier de venir et qui le faisait plus ou moins comme une concession. Et c'est souvent des concessions. Après là où je suis contente, c'est que, beh, même si c'est une concession, en général, ils passent quand même un bon moment. Et à la fin, ils sont même reconnaissants. Ils se disent: «Bon, OK, bah, merci» parce qu'ils ont passé un très bon moment avec, leur copine en général et voilà et en fait, c'est OK et en fait, ils commencent à comprendre après. J'avais même j'ai une fille une fois qui m'a dit, sans avoir reçu les photos, qui m'a dit: «Mais je te remercie tellement parce que j'ai l'impression qu'on a passé une thérapie de couple, en fait». Et en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils s'ouvrent. En fait, au bout de genre, à 1 h 30, 2 heures à faire des photos, à être tout collé, machin, à rigoler parce qu'on rigole, hein, on rigole énormément, hein, sur ces séances, et en fait, ils retombent un peu en enfance. On fait des petits jeux, des petits trucs, des machins, un peu de tout en fait. J'essaie de les pousser à la folie, hein, douce, mais du coup, à la fin, ils sont contents parce qu'ils ont pu s'éclater. Ils ont pu, s'éclater ensemble. Et ils ont fait des trucs qu'ils feraient pas au quotidien. Quand je leur dis: «Vas-y, essaye de grimper sur le balcon du 2e étage», ben non, jamais on en fait ça au quotidien, mais en réalité, on a vachement envie de le faire quand même. Enfin, il y a des petites choses comme ça un peu folles, qu'on a envie de faire à 2 qu'on se permet pas de faire et le moment d'une séance photo, c'est un peu, on a l'impression d'être dans un film. On est c'est les D'ailleurs, en photo, on les appelle pas les modèles, on les appelle les héros. C'est les héros d'une histoire qui dure 1 h 30, 2 heures. Et je pensais à quelque chose que j'avais vécu et que j'ai partagé avec Laetitia. Quand j'ai commencé la photo comme modèle, il y a vraiment eu
une première partie. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui a changé. Et il y a eu un avant et un après. Je lui ai raconté ça. Je lui ai raconté le shooting qui avait le plus compté pour moi. J'étais à 1 mois de deuil, même pas. Sur les photos avant ça, je sortais d'une relation abusive. Du coup, j'ai l'air très forte. Ça, c'est mon identité. Je dégage ça. Et je vis du coup ce deuil. Ça fait tomber tout chez moi. Tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais érigé comme barrière, c'est mort. Il y a tout qui tombe. Et à ce moment-là, on me propose un shooting. Je me dis, ok, je vais le faire. Et quand je le fais, j'étais que dans ma vulnérabilité. Moi, quand j'ai eu mon deuil, on m'a pris le cœur, on me l'a sorti, et on m'a laissé mon cœur en dehors de la poitrine. Je suis au maxi c'est même plus de la vulnérabilité, c'est complètement fou. Et bizarrement, c'est les photos où je suis la plus lumineuse. Du coup, ce shooting-là, il m'a fait réaliser plein de choses. Il m'a fait comprendre, il m'a fait voir, il m'a fait changer sur des choses. Et je me suis rendu compte que la vulnérabilité, au final, c'était beaucoup plus puissant. Et il y avait une lumière là-dedans qu'il n'y avait pas dans le reste. C'est pas d'être dans les masques, dans toutes les barrières avec lesquelles on se présente au monde qui rend beau. Moi, quand j'ai vécu ça, j'ai plus pu être dans mes protections. En ça, pour moi, les photographes, ils sont importants parce que le cerveau humain est comme ça. Tu peux vivre une expérience qui change qui tu es, mais après, tu vas repartir dans tes vieux mécanismes. Et les photos, pour moi, elles permettent de pas repartir en arrière. En fait, la vulnérabilité, c'est un grand thème parce qu'en fait, ça a trait à des choses que les gens ne partagent pas. Donc du coup, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé. C'est pareil quand, tu fais un shooting, tu arrives face à des gens, tu sais pas, en fait. Tu sais pas ce qu'ils ont dans leur tête, tu sais pas ce qu'ils viennent de vivre. Tu sais pas, quel est leur présent, quel a été, leur passé là, ces dernières semaines et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont là? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de sourire? Est-ce qu'ils ont vraiment envie d'être heureux juste, pour ces photos, pour faire de jolis, souvenirs? Et c'est une complexité. Et j'ai envie de dire ça se porte, sur les gens que tu photographies et sur toi-même. Parce qu'en fait, en tant que photographe, c'est un peu pareil. Quand tu arrives, tout va très bien dans ta vie, tu es, heureuse, tout va bien, même, que ce soit, heureuse dans ta relation amoureuse ou, heureuse dans ta vie de manière générale, ou bien tu es, particulièrement aujourd'hui vulnérable, c'est complètement différent en fait comme approche pour une séance et tu vas avoir des réactions complètement différentes. Il y a même des fois où tu vas te dire: «Ouais, non, là, je peux pas. En fait, aujourd'hui, je peux pas, je j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut pour faire les choses, quoi». C'est ça. Tu vas pas pouvoir donner parce que peut-être tu pourras même pas recevoir, en fait. Parce que quand, la coupe est pleine et en fait, c'est ou alors, quand tu es vraiment complètement vidé, eh ben, c'est pareil et en fait, c'est très particulier parce que tu peux avoir des moments où, ça va pas du tout. Tu es vraiment bah, du coup, complètement vidé, tu sais pas quitter, et en fait, moi, je sais que dans ces moments-là, des fois, il arrive que, sur une séance, il y a juste une séance, il se passe une séance et en fait, tu te recharges de leur énergie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tu arrives à rentrer dans cette bulle, alors, ben, il faut que ce soit un couple qui a envie aussi. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus dur. En fait, en général, il faut comprendre que moi, quand j'arrive face à des couples, c'est soit ils ont envie, de te donner leur énergie et des fois, ils en sont juste pas conscients d'ailleurs. Des fois, ils ont l'impression que non, non, alors non, hein, ils sont pas prêts, ils savent pas poser, ils ont peur de tout, mais en fait, au final, ils te partagent, très rapidement, une énergie folle et belle et douce et en fait, ça te recharge complètement. Après ça, on s'est mis à parler
tout ce qui est empathie, se mettre à la place de l'autre et essayer de le comprendre, essayer de faire en sorte qu'il se sente bien. L'humain, il doit être au centre toujours, en fait, de tous les process. Et dans l'humain, il y a la compréhension de l'autre. Et en fait, il y a, je sais pas, je pense que c'est une question d'intelligence émotionnelle, un peu de comprendre ce que l'autre ressent, plus ou moins, des bribes, hein, parce qu'on peut jamais tout comprendre, mais au moins le ressenti et essayer de travailler avec, en fait. C'est-à-dire que ces ressentis, ils sont intéressants, même si, ouais, tout est légitime et tout est, important à montrer. C'est-à-dire que même s'il est mal à l'aise au départ, bah, il sera mal à l'aise. C'est pas grave, mais le but, c'est de le rendre à l'aise. La première fois que j'ai vu les photos de Laetitia, je trouvais qu'elle arrivait particulièrement bien à faire ressortir le sentiment amoureux. Je veux dire, sur toutes les photos, ça crève les yeux. Alors j'ai eu envie de savoir comment elle s'y prenait. Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'elle mettait en avant particulièrement? Est-ce qu'elle disait quelque chose? En fait, moi, je leur dis au début de la séance, que je leur dis, c'est, moi, ce qui va m'intéresser tout le long de la séance, c'est vos yeux et vos mains. Donc faites-y juste attention. Juste soyez attentifs à vos yeux et à vos mains. Si, vous avez les mains dans les poches pendant toute la séance, c'est juste dommage. Parce que vos mains, c'est votre personnalité. Vos mains, c'est votre identité, en fait. Vos regards, je vais les attraper, il y a pas de souci, ça en général, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que les mains, si, vous n'êtes pas tactile au naturel, et ben, ne le soyez pas, il y a pas de souci. Mais, bon, c'est vrai que j'espère que tous les 2 vous aurez pas vos mains pendant dans vos poches pendant toute la séance parce que les mains disent beaucoup de choses. C'est quelque chose que j'ai souvent remarqué, aussi bien dans mes relations amoureuses qu'en regardant les autres couples. Je veux dire, il y a des couples, ils vont tout le temps se tenir la main et ça va être un peu comme une seconde nature. Et puis après, il y a des personnes, tu les vois, elles sont ensemble, mais limite, si tu le sais pas, tu peux pas le deviner. Elles se tiennent jamais la main. Bah, c'est une base, c'est une base. Un couple qui se tient la main, tu sais qu'il est en couple, en fait. Parce que, en photo, on est sur, comme on disait tout à l'heure, 2 héros, 2 personnages dans un contexte. S'il y a rien qui les amène à être ensemble, visuellement, c'est plus difficile de comprendre. On en est venu à parler de ce qui s'appelle la post-production. En photo, la post-production, c'est toute la partie après la séance, quand le photographe choisit les photos, quand il les trie, quand il les travaille. Alors déjà, moi, à la fin des séances, ils ont, entre 50 et 100 photos. Là-dedans, il y en aura peut-être que 10 qui leur plairont, mais en tous les cas, ils pourront les choisir eux-mêmes et ça, c'est important, quoi. Mais je donne pas de photos par travail, jamais. Jamais, 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 parce que ça me plaît pas, parce que c'est pas ma couleur, c'est pas mes yeux, réellement et en fait, j'aurais l'impression d'envoyer des brouillons, quoi et j'ai pas envie, en fait, qu'on valide des brouillons. C'est un moment qui me passionne et en fait, le tri, il est, long, certes, mais c'est aussi, un super beau moment quand tu tombes sur des pépites, quand tu te dis: «Mais voilà, là, celle-là, celle-là, elle est parfaite» et tu peux en trouver, peut-être que moi, je vais en trouver que 10 qui sont parfaites, mais je vais certainement pas en rendre que 10 parce que, en fait, mon regard, c'est pas leur regard et il faut accepter aussi ça, en fait. Il faut accepter que c'est pas mon regard qui compte. Donc même si moi, je décide que c'est celle-ci que j'ai envie de publier, ben, en fait, il faut voir lesquelles eux vont choisir et là, ça peut être différent. Je lui ai demandé si elle était impatiente de rentrer pour pouvoir regarder les photos. En général, j'ai tout de suite la curiosité de les regarder. Il y a un peu ce côté, ouais, ce côté découverte et puis c'est un peu, bon, à l'ancienne, le côté, photo argentique où, tu attends ta pellicule pendant tellement longtemps et en fait, ça y est, c'est arrivé, tu peux regarder les photos imprimées. Bah, là, j'arrive chez moi, c'est genre: «Vas-y, enfin, je peux regarder» parce que je m'interdis de regarder pendant la séance. Je regarde juste de temps en temps pour vérifier que la lumière est OK. Je regarde pas les photos pendant la séance parce que déjà, il y a pas le temps et parce que j'interdis complètement à, mes héros de regarder les photos. C'est hors de question, voilà. En fait, en 3 secondes de, «Ah vas-y montre, ça donne quoi?» Les, 4-5 photos que je vais pouvoir montrer sont peut-être pas les meilleures, sont peut-être pas parfaites et je veux pas qu'ils perdent confiance. Je sais très bien qu'à la fin, parmi les 2000 photos, ils vont trouver leur bonheur, hein. Après, on en est venu à parler du flou, du mouvement et de comment c'était venu dans ses photos, pourquoi ça lui avait toujours plu
et comment elle l'avait développé. Je travaille beaucoup avec le mouvement. Et le mouvement, c'est de la rafale, quoi. Et en plus, je fais du flou. Et du coup, le flou et le mouvement, bah, mine de rien, c'est un peu du loto. C'est un truc qui m'a beaucoup plu dès le début et que j'ai découvert sur pas mal de photographes que j'adore aujourd'hui. J'entends un photographe en particulier qui s'appelle Malé, qui est ukrainien, avec qui j'ai fait une formation et qui fait beaucoup de photos floues et qui est beaucoup dans l'intimité de ses couples. Et justement, c'est un homme. Et c'est pour ça que je disais, faut faire attention. Il y a vraiment des photographes qui sont incroyables, hommes aussi. Je lui ai demandé comment il était, quel genre de personne c'était. Il était incroyable. Il fait 2,10 m. Du coup, il était très grand. C'est un grand bisounours. Donc il fait des câlins, c'est un photographe incroyable. Il est vraiment, il transmet une poésie à travers chaque photo qu'il publie, c'est incroyable. Je lui ai demandé quel avait été l'impact de cette formation. Est-ce qu'elle arrivait à voir comme un avant et un après dans les photos? Il y a eu un avant-après quand même, parce que, en fait, en gros, depuis le début que j'ai fait de la photo, je le suivais, je savais qu'il me plaisait beaucoup. Quand j'ai fait la formation avec lui, j'ai vu comment il travaillait. En fait, ça m'a appris comment il travaille. C'est là qu'il y a des choses où j'ai compris que, OK, bah, en fait, bon là, j'ai rien à apprendre et d'autres choses sur lesquelles je me suis dit: «Tiens, ça, c'est intéressant, ça aussi, c'est intéressant». J'ai dit à Laetitia que ce côté poétique, je le retrouvais beaucoup dans ses photos à elle, que c'était une des choses qui m'avait tout de suite plu quand j'avais vu ses photos la première fois. Mais ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Je suis ravie si ça se ressent en tout cas. C'est un peu, enfin c'est un peu l'objectif. Après, je pense que ça prend beaucoup de temps et j'espère que ça peut commencer déjà à se ressentir et puis j'espère aller encore plus loin. Disons que, ouais, lui, c'est ce qui l'amène dans sa vision de la photo, c'est épuré et à la fois, ça dit beaucoup de choses. Et en fait, on va dire que, tu vois, au quotidien, je suis un peu, pas hyperactive, mais pas loin. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire plein de choses, je suis ouais, j'ai pas envie de m'ennuyer ou disons que j'ai juste pas envie de m'ennuyer. Mais c'est vrai que je suis assez hyperactive et du coup, ça m'amène à être, un peu, peut-être, à mon sens, dans les séances, à être un peu trop, trop active. Un peu trop active et du coup, à parler trop ou à, tu vois, trop interagir, en fait, avec le couple. Et en fait, c'est une peur que j'avais. C'est la peur que j'avais avant de faire sa formation, c'est de me dire: «Lui, il a des photos toutes calmes, toutes posées». Enfin posé, pas au sens de la pose, hein, au sens, calme et en fait, le truc, c'est que dans la réalité, il est pas comme ça. C'est-à-dire que dans la réalité, il est aussi hyperactif que moi et en fait, je pense que, tu vois, ça m'a rassurée parce qu'en fait, je me suis dit: «Mais en fait, il est tout aussi, genre, il a autant d'énergie, c'est un peu une pile électrique, quand, il fait ses photos» et en fait, ça m'a rassurée parce que je me suis dit: «Mais en fait, j'ai pas besoin d'être, super calme pour arriver à avoir des photos de calme plat, en fait» et en fait, c'est juste, une question de, bah, ce que va faire le couple, ce que vont faire tes héros, en fait. C'est-à-dire que oui, si tu les fais courir partout, tu auras pas ce calme plat. Par contre, si tu les fais juste, se regarder longtemps, faire des choses plus calmes, beh, forcément, tu auras plutôt ce rendu-là. Après, on s'est mis à parler de burn-out et de comment ce moment de sa vie avait été très particulier à vivre pour elle. C'est un moment de ma vie où j'étais, en semi burn-out aussi, où du coup, je prenais un peu tout à fleur de peau, donc je vivais tout à fleur de peau et en plus, bon, c'est le moment où, j'ai commencé une thérapie, en fait, tout simplement et en fait, c'est vrai que, quand tu apprends à respirer, à méditer, à faire des choses qui sont beaucoup plus calmes, en fait, tu te dis: «Mais en fait, c'est incroyable comme ça marche». C'est-à-dire qu'au début, moi, je suis quelqu'un de très très carré. Quand on m'a dit, «Est-ce que tu respires?» Je dis: «Ah oui, tous les jours», mais non, c'était pas ça qu'on voulait, savoir. «Est-ce que tu médites?» «Non, mais j'ai peur de m'ennuyer, quoi». C'est-à-dire, méditer, ouais, j'avais un gros a priori et en fait, en fait, le problème, c'est que le coup du burn-out, du semi-burn-out, c'est qu'en fait, on n'a plus le choix et on le comprend. Je lui ai demandé de me raconter ce qu'elle avait ressenti, comment elle avait vécu les choses.
si elle s'était sentie dépassée. J'avais envie de savoir si elle avait vécu cette perte de repères qui caractérise le burn-out et de comment elle avait fait face à tout ce qu'elle a pu ressentir. Ouais, c'est un moment où tu te redéfinis, en fait. En fait, où tu réapprends, qui tu es, quoi. Et mais parce qu'en fait, dans la vie, on te demande jamais qui tu es, hein. Jamais on te le demande et en fait, moi, dans ma vie, on me l'a demandé une fois, c'est, quand je suis partie en Russie, parce que je suis partie, en Russie, il y a longtemps et la première fois que j'y suis arrivée, je parlais assez peu russe et je suis partie à un endroit où il y avait vraiment pas de Français, pas d'étrangers, rien du tout, dans une colonie de vacances dans la forêt, très loin et je suis arrivée là-bas et on me regardait vraiment comme un extraterrestre, quoi. Genre, «Qu'est-ce qu'elle fout là, cette fille? Là, elle vient de France, c'est méga loin, c'est à 4 000 kilomètres. Pourquoi elle est là?» C'était plus de la curiosité, mais énormément de curiosité. Parce que j'avais, des dizaines d'enfants autour de moi qui me regardaient avec des grands yeux, genre: «Mais tu qui toi, en fait?» Et c'était super positif et moi, j'étais genre, super handicapée de pas pouvoir parler et le truc, c'est qu'ils voulaient savoir. Ils posaient des questions. J'ai fait russe au lycée en troisième langue, mais du coup, j'avais, 18 au bac, je suis arrivée en Russie, je savais pas parler, hein, mais tu sais dire: «Macha joue du violon» et ça te sert à rien dans la forêt, donc voilà. Je me retrouve face à tous ces gens qui me disent: «Mais en fait, tu qui? Mais tu quoi? Et tu veux faire quoi dans ta vie? Et qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi tu es là?» Et en fait, quand on te met ces vraies questions face à toi, genre, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était la première fois qu'on me posait cette question. Je pense que c'est l'une des premières fois, ouais, hein. Clairement, c'est l'une des premières fois parce qu'en fait, tous les gens ça, j'avais, 18 ans. Donc en fait, avant 18 ans, tu vis avec tes parents qui pensent te connaître depuis ta naissance, alors qu'en fait, la moitié de ta vie, te connaissent pas malheureusement, mais ils pensent te connaître. Tes amis, c'est pareil. Eh en fait, jamais tu as essayé de te définir. Ouais, j'ai essayé de leur trouver des réponses et rien qu'en formulant les réponses et ben, déjà ça a donné des informations intéressantes que même moi je m'étais pas c'est des questions que je m'étais pas posées, en fait. J'ai eu envie de savoir si cette expérience qu'elle avait vécue à 18 ans avait été déterminante dans sa vie et si elle y repensait souvent. Franchement, ouais, ça a donné un sacré tournant à ma vie, clairement et après surtout ça m'a rappelé, un peu de temps en temps, je me rappelle de cette situation et j'essaye de me reposer ces questions-là, en fait et concrètement, après plusieurs fois dans ma vie, parce que j'ai pas mal habité à l'étranger, j'ai pas mal rencontré Hem, des gens que tu rencontres, parce que tu es à l'étranger, donc du coup, c'est très différent comme contexte, quoi. C'est pas comme si tu étais toute ta vie dans la même ville et du coup, oui, tu te poses beaucoup plus de questions, genre, sur toi-même, sur ce que tu veux, sur où tu vas, sur avec qui tu vas, sur qu'est-ce que tu veux. Après, on s'est mis à parler du rapport à la vie et à la mort. Je disais à Laetitia que dans nos sociétés, on vit avec une espèce de tabou où on se confronte jamais à sa propre mortalité. Et je lui ai raconté que moi, j'avais pas pu faire ça parce que assez jeune, j'étais tombée malade et j'avais failli mourir. Et que c'est quelque chose qui avait vraiment déterminé ma vision de la vie. Je lui ai demandé ce qu'elle ressentait par rapport à tout ça. Je pense que j'ai complètement pas de rapport à la mort, parce qu'il y a pas de gens proches de moi qui soient morts, donc je sais que je gère très, très mal ce rapport-là. Par contre, je considère vraiment qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut vraiment pas perdre une seconde, quoi. Faut pas perdre une seconde et on est là pour vivre la meilleure vie, en fait. Enfin, sinon on est là pourquoi, en fait? Et voilà et en fait, comme on disait tout à l'heure, tu vois, l'amour, on nous en parle, mais l'amour là, comme disait Xavier dans Les Poupées Russes, hein, tu vois le passage là, genre, voilà, il y a les romans d'amour, les films d'amour, on nous en parle, on nous bassine avec l'amour et en fait personne n'est capable d'avoir une histoire d'amour à peu près correcte. Mais en fait, moi je pense qu'on est là pour vivre comme dans un film, en fait. Si on n'est pas là pour vivre comme dans un film, ça sert à rien de vivre. C'est-à-dire que si on est là pour, je sais pas, être assis sur un fauteuil, attendre que ça se passe et se dire: «Oui, oui, un jour il y aura le bonheur là, c'est bien, c'est sûr». Ben non, en fait, ça marche pas comme ça a priori, quoi. En tout cas, on n'a aucune preuve que ça marche comme ça. On a parlé 1 heure et demie. Le temps a filé. On quitte le pub. Je me dis sur le chemin du retour, mais putain, Eve, heureusement que t'as pas écouté tes putains de peurs.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Dans l'épisode numéro 2, tu vas retrouver Gwendal qui va te parler du courage et d'être soi envers et contre tout. Je me changeais dans les toilettes de l'école alors que j'étais habillé genre avec un gros baggy et un t-shirt, tu vois. Et du coup, le fait de me changer comme ça dans les toilettes et tout, j'étais en mode, faut que je me dépêche avant que les cours ils commencent. Mes potes ils me regardaient, mais t'avais un baggy il y a 2 minutes.